Maintenant, nous sommes prêts pour le troisième panel du jour. Il s'appelle « Comment la technologie change la façon dont les CEP sont... » le modérateur sera... offrir une introduction brève. Madame Nuria Simoviva est résidente de l'Espagne. C'est l'officier d'information principal. Elle a plus de 30 ans d'expérience. Nuria Simo à la BID, elle a travaillé comme CEO dans un groupe à Madrid où elle était responsable de la stratégie informatique, architecture, sécurité et services de gestion. Merci beaucoup. Bonjour, je crois que c'est l'après-midi déjà. Je suis ravie d'avoir cette occasion d'explorer avec ces panélistes excellentes comment la technologie, quel impact il y a sur le marché du travail, mais aussi on a un tsunami de technologues qui arrive, et robotica beaucoup plus que Agile. Tout ceci a un impact sur les services publics. Donc on aimerait explorer avec eux trois choses avec eux. Comment l'intelligence artificielle et les mégadonnées aident à améliorer les processus de matching. Deuxièmement, c'est pour explorer comment l'organisation aide à améliorer les processus des agences en elles-mêmes et comment anticiper les innovations qui vont venir par les labos d'innovation ou d'autres environnements. S'il vous plaît, préparez vos questions à l'avance. Andrea va vous aider. Je vais présenter les panélistes. Vous avez 7 minutes chacun. Comme ça, on a le temps. On va commencer par Daniel Sanchez, qui est vice-ministre de Travail au Paraguay. Il a beaucoup d'expérience, comme vous allez voir, dans ça. Daniel Sanchez-Métier a 27 ans d'expérience publique. Il est responsable du bureau de contrôle des comptes, au directeur national de surveillance de santé, au ministère de la Santé, directeur général des communications de la municipalité d'Asunción, coordinateur pour la présidence et directeur de communication. Depuis le mois d'août, c'est French, right? Catholique, gestion publique de l'université catholique. Bon, je vais m'arrêter ici parce que vous avez une expérience très très profonde. Bonjour. Merci pour cette invitation et les salutations du gouvernement de Paraguay de la part du président de notre pays et aussi le ministre du Travail. Et aussi le ministre du Travail vous salue. Et je voudrais vous dire que je suis enchantée d'être ici à cet événement. Quand on parle d'emploi, c'est une occasion de débattre tellement de choses. On parle de chômage, d'emploi, tous les aspects concernant l'emploi. Et donc, cet endroit, c'est très bon. Notre ministère est très nouveau. Il existe depuis 5 ans seulement. Il y a le ministère de Sécurité sociale. Il y a 2 institutions de formation. Il y a SNPP. Et on a
compréhension très claire qu'on travaille de façon tripartite. Mais il y a un accord entre les syndicats et le gouvernement, ainsi que les travailleurs et le gouvernement. Donc, nous avons notre bureau de médiation de travail qui nous offre des services de médiation, qui reçoit le soutien entier du ministre un programme parrainé par un programme qui utilise l'intelligence artificielle, qui est utilisé par notre bureau d'emploi. Nos bureaux font l'intermédiaire entre l'offre et la demande, et les chômeurs, ainsi que les employeurs et les compagnies. Il y a 1400 personnes qui viennent mensuellement au CEP, au siège central, même et dans les bureaux régionaux. Quand on a pris cette responsabilité, on a commencé par le bureau central, mais actuellement, on a 6 endroits différents dans les différents départements ou États, dans les États les plus pauvres. Actuellement, ils se servent déjà de notre intelligence artificielle, de l'outil. Il y a une alliance entre la BID et le gouvernement national. C'est une décision politique qui a été adoptée et qui cherche à... Ça n'était pas facile, cet accord n'a pas été facile. L'administration a pris la décision, l'ancienne administration, et la nouvelle administration est arrivée et l'a mis de côté. C'est un problème que nous avons tous soutenu. Donc le ministre du Travail est ici dans la salle et on a pu débattre de façon régulière l'utilisation correcte de ces différents systèmes pour l'emploi. On a un nom très facile, para-empleo, pour l'emploi, comparé au nom très long en Costa Rica. Comment est-ce qu'on va sauver la personne qui se noie, qui est en train de se noyer? On est immerse, il y a toute la paperasse, il y a ce système d'intelligence artificielle pour s'adresser à ce... Nous sommes pionniers à travers l'Amérique latine et ceci fournit des solutions rapides, non pas simplement pour les chômeurs, mais pour les compagnies qui ont besoin d'une solution par lesquelles ils peuvent remplir leurs vacances de poste aussi rapidement que possible. Je devrais d'abord dire que c'est gratuit, il n'y a aucun coût. Les commerces font un matching entre leurs besoins et les compétences. On ne regarde pas combien de diplômes ils ont, mais leurs compétences plutôt. S'il y a quelqu'un qui est au chômage aujourd'hui, cette personne doit mettre de l'alimentation sur la table ce soir. Et ça lui est égal que nous sommes ici à Washington en train de parler de cette question. Mais il voudrait acheter des cadeaux pour Noël. Cette personne a besoin d'une solution aussi rapidement que possible. Et que ce soit une fonction des compétences de cette personne et non pas simplement des diplômes qu'il peut mettre à son mur. Donc le gouvernement, le matching de la part du gouvernement avec le secteur privé, on a focalisé nos efforts sur une mise à jour ou une façon de revoir, re-ingénier les bureaux d'emploi. On a identifié plusieurs problèmes et on a essayé de préciser ce dont les chômeurs au Paraguay avaient vraiment besoin. Et
On a vu combien de personnes qu'on a vu refléter dans nos statistiques, ou est-ce qu'on prend le nombre de personnes qui viennent dans nos bureaux? En fait, c'est combien de personnes? Seulement 18 000 personnes sont venues à ce bureau d'emploi général, mais d'autres cherchent de l'aide par la plateforme. Ceci, l'intelligence artificielle a beaucoup facilité notre travail. On n'a pas fait l'erreur de faire des excuses. On a dit non, on n'a pas fermé les yeux et continué à l'aveugle. On n'a pas dit que ça va être la solution à tout. Non. Il a fallu qu'on regarde les autres facteurs qui jouaient un rôle dans la décision. Ce qui est important à la fin, en fin de compte, on ne pouvait pas faire des excuses pour des échecs. Donc les meilleures stratégies techniques, mais après on s'est buté à un mur des obstacles, c'est l'indécision politique. Et donc il n'y avait aucune solution qui pouvait contourner ceci. Il fallait une volonté politique et c'est cette volonté qui nous a permis d'avancer. Donc 13% de personnes qui sont venues à notre plateforme ont trouvé des emplois. Un grand pourcentage ont eu au moins un entretien au Paraguay. Le système d'intelligence artificielle, c'est l'administration des impôts pour vérifier les paiements d'impôts. Notre plateforme est la deuxième plus utilisée. On peut dire que c'est parce que les gens cherchent des emplois, parce que les gens veulent changer de job. Parce qu'au Paraguay, on a des gens qui aiment bien changer de job. Cette plateforme est devenue quelque chose que les gens ils pensent vraiment. Vous pouvez entrer à Google aujourd'hui et trouver notre site web pour voir comment c'est chouette pour notre jeune aussi. Les couleurs ils sont très jolies, c'est très facile pour les gens, pour ces gens-là qui veulent chercher des boulots. Alors je ne vais pas en parler trop longtemps, on a beaucoup à faire. On a comme ministre, on ne peut pas demander des gens qui demandent des jeunes de devenir à l'économie formelle si on n'a pas une moyenne formale qu'ils puissent entrer dans l'économie. Donc c'est comme ça qu'on devient plus formal, c'est on a formalisé le procès et en demandant des gens qui travaillent avec nous, et il y a des gens de travailler de trouver du travail. Donc ça inclut des universités privées et non privées. Et notre objectif, c'est de faire assez de partenariats possibles pour s'assurer que le maximum de personnes possibles puissent utiliser le système. Dernière chose, je dois dire que cette plateforme ça nous montre le chemin, ce qui nous montre que le plus d'entraînement que les gens ont, le meilleur le travail qu'ils ont. Et le plus d'entraînement qu'ils ont, le plus de promotion qu'ils puissent trouver dans notre travail, c'est ce que nous fait cette plateforme. Merci de partager ces expériences avec vous. C'est très utile pour tout le monde, pour tout le monde de voir. Donc maintenant, on va demander à notre prochaine. On va demander au prochain panéliste qui va parler. Je pense que c'est la personne qui est. Il a commencé à travailler avec BDBI dans le département de procurement. Il travaillait là depuis 2009 à 2009. Il a voyagé à Sud-Amérique de 6 mois. Il a travaillé sur l'implémentation. En 2017, il est devenu manager à la nouvelle formation de responsable de management d'innovation. Wow, c'est l'accent. Merci Jean. C'est très impressif, hein, quand vous le dites. Quand vous le dites aussi fort. Donc,
Je vais parler un peu comment ici à VDBA, qui est une innovation et innovation. On a été mentionné par William, mais je ne vais pas me focaliser sur les différentes expériences qu'on a faites, mais plutôt sur la structure qu'on a créée pour le faire. Donc, d'abord, peut-être, on va dire qu'est-ce que Flanders, c'est la partie nord de Belgique, c'est au centre de l'Europe, et pas très grande, c'est une population de 6 millions, les employés c'est 76%, les non-employés au chômage c'est 3,5%. Donc ici, DAB, c'est un service, on a le SEP pour la région Flandre. Donc on a 500 000 employés, 3 500 filiales. Et c'est une source de guidance de carrière et de traitement de vocation. Donc on a focalisé très fort sur la digitalisation pour plusieurs années. Donc aussi dans l'innovation et le partenariat, on reçoit 800 millions d'euros par an, mais ça n'inclut pas le bénéfice du chômage. Donc, ils ont prévu la stratégie, on essaie de mettre tout, mais bon, c'est pas tout là. C'est le meilleur que je puisse faire. Donc, le goal principal, c'est de donner des sécurités de carrière pour toutes nos citoyennes. Non, on n'a pas focalisé sur des gens de chômage, mais on approche plus holistique. On a fait des matching pour les personnes pour le travail et aussi d'entraînement vocationnel. Notre stratégie clé sont des focaliser sur le partenariat et l'innovation pour donner de services et être une organisation triple A. Donc, c'est quelque chose que notre CEO précédente a inventé. Et on se focalise sur de devenir une organisation digitalisée. Donc, que Willem a mentionné dans sa présentation, merci. Donc, on essaie d'être co-créateurs pour notre système écosystème. On fait l'exploration de nouvelles technologies. Donc, on a des livraisons à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Donc, digital d'abord, digital humain et aussi de services face à face. Donc, on est en train de créer une plateforme VDAB de manière qu'on puisse mettre toutes les informations dans un endroit. Donc, on a réformé notre équipe dans le secteur économique. Donc, le crédit stratégique, c'est de 2020, le goal, c'est 67% d'employés. Je ne sais pas si c'est tout notre boulot qu'on a fait nous, maintenant, mais on a bien contribué à ce chiffre. Donc, de ce qui est arrivé opérationnellement, donc c'est l'assessment de notre travailleur et de différentes manières qu'on livre les informations nous aide à faire l'assessment de ce que le chômage en a besoin. Donc, aussi, il y a beaucoup plus de chômeurs qui sont développement personnel qui sont parce que maintenant ils sont en train de chercher l'avenir pour eux-mêmes. Donc on est aligné avec l'IT des affaires. Donc on a beaucoup de sociétés des entreprises qui cherchent des gens qui ont la capacité de AI. Donc on a beaucoup un problème on a un challenge de manager l'organisation parce que des fois il y a des capacités au mismatch, une compatibilité des capacités des employés. Et donc aussi on a moins de situations négatives.
Donc, on a demandé de se concentrer sur le labs d'innovation. Donc, j'ai créé cette diapositive. Ce qu'on a montré, l'innovation, la co-création. Voilà, c'est trop vite. Donc, avant de 2004 à 12, on avait quelques applications qui les personnes utilisent. Donc, on a lancé sur l'initiative VIC, qui c'était des co-créateurs avec des jeunes. Donc, c'était un système centralisé sur les jeunes, mais ce qu'on a trouvé, que c'est les jeunes ne l'utilisaient pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on n'a pas pensé, c'est comment on peut le mettre au marché, comment on peut le mettre à jour. Donc, c'était toute la plateforme, et donc, il était très bon, mais personne ne l'utilisait. Donc, on a pris pas mal de choses de cette plateforme. Donc, on a essayé de créer, développer d'autres approches de manière qu'on a avancé à deux initiatives. Donc, on a Innovation Lab, IT Innovation Lab, qui est basé sur la technologie, qui s'appelle Workout Room, qui s'est plutôt attiré des jeunes à travers l'écosystème de l'IBA et DBA. Pour manager tout cela, on a commencé un board d'innovation. Donc, c'est un groupe de travailleurs, un board de managers qui est conduit par les autres applications pour avoir une bonne entente de différents niveaux. Donc, je peux passer à travers très vite. Donc, j'ai déjà parlé un peu, mais je vais passer vite fait de quelques résultats qu'on a vus. Notre application qu'on a développée, et il répond à pas mal de choses qu'on a déjà mentionnées tout à l'heure. Comment que le nouveau version qui vient de s'enregistrer puisse trouver un boulot assez vite, dans une entente raisonnable. D'accord, comment est-ce que je peux trouver un travail avec ce que je sais faire? Donc, on est en train de faire competence book, c'est que c'est translate dans free text, des textes gratuits pour des... Et alors, JobNet, c'est une application d'IA qui fait des suggestions à travers beaucoup de vacances pour les candidats. Donc, merci pour votre attention. Donc, merci de parler de tout ce qui n'a pas marché parce que c'est pas facile de parler de ça. Donc, maintenant, Gregory Goldin, c'est la tête de JobTech, et c'est le service d'initiative de travail qui développe la structure pour le... Donc, il a un CV assez long, mais il m'a demandé de donner le temps pour la présentation et par l'introduction. Donc, merci beaucoup. Donc, hier, c'était le Swiss Coma. Donc, cette fois-ci, on va voir comment on peut fonctionner avant d'avoir mangé. Donc, on va parler très brièvement des services publics des employés. Donc, je vais parler un peu de JobTech. Donc, c'est une infrastructure digitale pour l'écosystème de travail. Le service public de Suède, c'est les employés et 60% c'est des femmes et l'autre 40% c'est des hommes. Donc, on a 5,9 millions de et le budget pour 1,9 milliard de dollars. Donc, le budget, c'est très excessif. Et les dépenses pour les governmental policies et aussi pour les bénéfices du chômage.
Donc, ceci, c'est l'initiative digitale. Et le principal, c'était de former des. Et ceci, c'est juste une revue des différentes choses qui sont sorties de cette formation. Donc, c'est comme je vous dis, les choses principales, c'est de la plateforme digitale qui est en train de donner accès, qui donne beaucoup d'informations, qui donne beaucoup d'opportunités à différentes sociétés, des startups et des autorités de gouvernementaux, et même des pays internationaux qui puissent créer des solutions digitales qu'on puisse offrir. Donc, la JobTech, c'est une division de JobTech. Donc, on est 40 personnes, c'est plutôt que des scientifiques de data. Donc, l'idée que le travail sur l'NDI, mais on va sur l'infrastructure, c'est on travaille aussi vite que possible, en faisant autant d'erreurs qu'on peut, de manière qu'on puisse tuer notre propre idée pour voir qu'est-ce qui va fonctionner et tout qui va fonctionner. Donc, c'est pas pareil fou, mais ça fonctionne. Donc, ils ont travaillé en collaboration avec beaucoup de sociétés. Donc, juste montrer qu'on est complètement transparente. Tout ce qu'on fait, c'est complètement ouvert. On montre tout notre code qui fait, c'est un GitHub. Donc, tout le monde peut utiliser notre code qu'on est en train de programmer. Donc, ça veut dire qu'on rentre et il fait l'audit de notre back-end, de ce qu'on a développé pour voir si ça fonctionne pour de vrai. Mais aussi, ça veut dire qu'on ouvre pour beaucoup de collaborations. Peut-être qu'on est 800 000 personnes qui sont développées en total. Dans le secteur suisse, mais internationalement, mais il y a peut-être 20 000 personnes, des personnes dédiées, des programmateurs qui ont vraiment beaucoup d'accès, qui veulent tout simplement d'aider la société. Donc, le fait qu'on ouvre un système assez transparent nous invite d'autres qui viennent nous aider à développer et à avoir des feedback de ce qu'on crée. Très brièvement, donc on a parti dans toute l'intervention, on a parti de l'idée de casser les silos. Donc on a différents bureaux des employés, ils sont là avec plein d'informations, beaucoup de data, créer des pouvoirs pour les citoyens. Ils ont des services qui puissent entrer digitalement, ils peuvent créer leur propre solution et maintenant établir une infrastructure digitale pour le marché suisse. Donc on va parler, je vais sauter ça, on va parler un peu de l'infrastructure digitale que je suis en train de faire. Quelques composants qui sont la langue commune. Ces textes, on travaille avec beaucoup de sets de data, d'informations qui sont structurées et non structurées, datasets, et on a quand même la qualité de ces informations, mais aussi une information qui est accumulée à travers l'intelligence artificielle qui est en train de lire différentes postes de travail et toute cette information est créée de manière qu'elle soit ouverte. Donc, c'est à travers un texte anonyme qui autorisé, des textes autorisés. Donc, le prochain niveau, c'est par le data. Donc, on a divisé le data en deux parties principales. Des data qui deviennent des employés et des data individuels. Donc, beaucoup de postes de travail viennent de notre infrastructure, donc ce qu'on a cassé notre silo, et dans cette organisation et notre organisation. Donc on a proprement de 90 et 92 ans pour montrer créer des services à notre set de data. Donc, on est en train de travailler avec des plateformes de Gate platforms, aussi des Open Platforms. Donc, on ouvre ces différentes plateformes pour des reviews et pour qualification. Mais ça, c'est fait du côté des citoyens. Ce qu'on est en train de faire du côté des citoyens, c'est une infrastructure. Je pense que la philosophie vient de Finlande, c'est mon État
qui en fait donne la situation de contrôler et de garder ce meilleur et avoir meilleur accès à comment le data est utilisé. Mais pour moi, c'est très fascinant. Surtout ce qu'on est en train de faire avec ceci, c'est concentrer avec le côté du travail. Par décembre cette année, on va voir le premier MVP en production. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que donner les pouvoirs. Ce que donne, c'est donner le pouvoir aux citoyens de pouvoir transférer le data d'une plateforme à l'autre. Donc, ça, c'est ça sert à beaucoup de gens pour les servir pour trouver du travail dans différentes plateformes. Donc, on est en train de travailler avec beaucoup de plateformes, qui ça veut dire qu'il peut aussi accumuler les différentes ratings et des grades qu'il les donne. Il travaille avec les universités. Les reviews et les ratings d'une plateforme autre pour transporter et avoir la même crédibilité. Donc, ça vous donne une petite vue de les différentes transactions qui se passent avec le data et aussi essentiellement pour forcer le GDPR. L'individuel a la possibilité d'enlever le consentement d'utiliser son data à travers plusieurs plateformes. Donc, on a aussi Mathieu vote que c'est gratuit pour utiliser. Tout le code est là. Donc, on accumule tout ça en job texto qui c'est essentiellement un marché ou des nouveaux services et services digitaux puissent être accumulés et puis directement incorporer l'infrastructure qu'une offre. C'est essentiellement ce qu'on est en train de faire. C'est un peu plus technique. C'est le flow et l'utilisation de la data. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez gardé bien le temps. Et maintenant, on a invité Karine Kovatavek, la première assistante de secrétariat de la division des solutions de chef digital du département de l'employement australien. Donc, elle va s'introduire elle-même. Donc, merci. Donc, merci. On était le département de travail, maintenant on est le département de skills et business parce que récemment on a un changement de premier ministre nouvellement électeur. Donc, il a pensé qu'il faut changer un peu ce que c'est que le VET et le département de l'éducation et le département d'employement. Donc, la conversation qu'on a eu hier, tout ça devient très évident que sans les connaissances, on ne peut pas avoir le travail. Donc, maintenant, on est tous dans le même département. Donc, on va faire la vie un peu plus facile pour tous. Donc, je vais passer très vite. Donc, pour se dire ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de faire aux États-Unis, c'est pareil beaucoup à ce qu'on est en train de voir de France et Suède et les autres, mais on est en train de voir que c'est presque quand même. Donc, je vais passer, on a prévu assez vite qu'on a un service, on a des employés, c'est job actif. Donc, ça ménage 600 millions de chômeurs, mais chaque année, il y a 1,5 chômeurs qui passent à travers ce service. Les 650 représentent les cas qui sont des gens qui sont là depuis un petit moment. Donc, c'est des chômeurs qui sont plus difficiles à placer. Donc, il y a d'autres deux services de placement de services. Donc, l'autre, c'est les habilités. Donc, là, il y a 200 000 des chômeurs qui ont des habilités qui reçoivent un service un peu plus différent. Donc, aussi, on a un service de travail des chômeurs qui sont à distance. Ça, c'est pour des gens qui sont plutôt indigènes. Donc, c'est les gens, des chômeurs indigènes qui se trouvent à des endroits assez retirés de l'Australie. Donc là, on a eu 1 million de placements de chômeurs depuis ça a commencé en 2015. Donc, c'est livré dans 1700 différents sites à travers l'Australie.
Donc, il y a un grand staff qui est en train de donner ce service-là. En Australie, ce service est contracté hors dans le secteur privé, dans les organisations privées. Donc, le programme en lui-même, c'est ménagé par le gouvernement. Donc, plus d'1 milliard de dollars de budget. Donc, en 2018, le gouvernement a décidé qu'il fallait faire quelque chose de différent pour le type de programme qui fonctionne maintenant, est en train de fonctionner bien. Ça fonctionne beaucoup mieux que le programme qui était avant. Mais il y a aussi encore reconnu aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut chercher à faire différemment. Donc, ils ont mis en place cette information, I want to work, et cette panel pour faire ça, c'était les gens qui étaient le privé, aussi comme les gens les chômeurs. Donc, c'était fait il y a eu la vision pour le modèle qui, on va le dire tous, mais on peut le voir ici, qui est au cœur de tout ça. Le digital doit être plus prominent dans la diversion des services. Donc, ça peut donner des services, un meilleur service, un coût de service, réduire le bureautique et passer vite je passais sur les autres procès. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est voir qu'est-ce que ça peut ressembler à ce nouveau modèle. Donc, le nouveau modèle va commencer l'année 2020. Donc, le gouvernement a dit, c'est pas prêt, ils vont le pousser jusqu'à l'année 2022. Donc, vous pouvez qu'on a le luxe de pouvoir d'essayer et de beaucoup d'éléments de ce nouveau modèle à travers la plateforme digitale. Donc, on a 2 ans pour faire ça. Le nouveau modèle, qui est similaire à celui de Belgique, on pense, et aura des 3 components. Aura Digital Plus et des Advancement Services. Donc, Digital First, mais ce sera les gens qui passent à travers cette plateforme-là. Donc, c'est un assistant de provider. Donc, Digital Plus, c'est les gens qui sont prêts pour le travail. Donc, ça veut dire qu'ils savent utiliser la plateforme digitale, mais aussi ils vont avoir accès à des services et assistances au fur et à mesure qu'ils en ont besoin. Donc, Enhanced Services, c'est des travailleurs qui ont des avantages et des barrières qui ont besoin de plus d'assistance. Cela, ils vont être assistés à un provider. Donc, on a un système assez sophistiqué pour faire des profils, qu'on a entendu beaucoup parler aujourd'hui. Donc, qui montre quel chemin de cette personne va prendre. Donc, selon ce modèle qui existe maintenant, donc, beaucoup de chômeurs sont en train de trouver son propre job. Ils sont en train de le faire. Ils sont surtout son propre job tout seul, sans être obligés de donner beaucoup d'assistance. Donc, beaucoup de cet argent qui était offert pour ce service-là, ça va passer à d'autres services. Donc, on est en train deux modèles qu'ils sont en train de faire maintenant. On est en train de faire sur les online services pour les 22 000 chômeurs vont être choisis. Donc, ils vont participer à travers cette SEI dans la plateforme digitale. Ils sont dans le service pendant 6 mois. Et dans 6 mois, ils ne trouvent pas un job dans ce temps-là. Ils vont entrer dans le service normal. Donc, le service, les jobs qui sortent de ce service-là, qui sont aussi bien sinon meilleurs, le service est aussi bien que ceux qui sont le service normal. On va passer sur cette statistique, je vais passer vite fait. On est en train de collectionner pas mal de data. On est en train de collectionner beaucoup de data, comment on est en train de le recevoir, comment on est en train de l'utiliser, comment on est en train de le collectionner. Notre travail qui est en train de faire, c'est le Nouveau Employment, ou ce qu'on appelle NEST, parce qu'on a beaucoup d'acronymes. Ça a commencé le 1er juillet 2019. C'est le modèle qu'on pense qu'on va mettre avec Digital First, Digital Plus et Digital Enhanced Services. Donc, on a déjà lancé le Digital First qui a commencé en décembre.
Mais on est en train de le travailler avec ceci, avec cela qui existe, avec deux régions qui existent en Australie. Ça commence avec le nord-ouest en Australie et l'autre en Adelaide. Et je pense qu'il y a un map ici pour vous montrer, pour que vous voyez plus ou moins comment ça se fait. On voit où c'est commencé. Donc, à peu près 2000 personnes ont commencé sur cette essai. Donc, il y a quelques autres statistiques qui sont en train de voir parce qu'on va le sauter à cause de l'heure. Donc, on va voir qu'il est en train de collectionner pas mal d'informations. Il faut très important à dire que les chômeurs ont l'option d'adopter des sorties de système, de système digital. Mais parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le service qu'ils cherchent, ils ne peuvent juste pas arriver à passer à travers. Mais aussi de voir pourquoi ils sont en train de quitter le système, le service. Donc comme ça, on peut offrir un système meilleur. Donc, on va passer à la dernière chose, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Mais je pense que je suis en train de montrer ici que c'est l'approche intuitive qu'on est en train de faire, les changements culturels. Et on va continuer quand même pour quelques années, non pas seulement pour notre organisation, mais la moyenne qu'on est en train de créer notre système et notre policy et notre système assez agile, mais aussi pour les travailleurs, le staff de la société, mais aussi le département, mais aussi des informations qui est en train de voir des vraies organisations et des vraies sociétés qui essaient ces modèles. Le data, bien sûr, c'est très important. Beaucoup de gens qui ont parlé aujourd'hui, toutes les choses à tech qu'ils sont en train de faire pour on est en train de développer beaucoup de APIs. La troisième partie, qui a beaucoup de secteurs privés qui sont on est en train de se mettre en partenariat avec eux. Pourquoi est-ce qu'on va passer à le créer et dépenser pas mal d'argent pour le faire quand on sait que ça existe déjà? Donc on reconnaît la sécurité de l'information et aussi la bureaucratie de ces informations. Toutes ces informations, garder ces informations, c'est très difficile. Donc on a aussi voir dire qu'on a tous les gouvernements d'Australie, ils sont tous en train de transformer tout en digital, mais toute agence ils sont en train de faire la transformation en digital. Donc il y a beaucoup des opportunités de partager l'information et surtout réparer un peu notre historique. C'est aussi un mandat qu'on doit utiliser toutes les solutions gouvernementales. Donc, ça peut être bénéficieux. C'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps. On n'est pas tous d'accord. Il y a beaucoup de challenges à traverser. Donc, je m'arrête là. Donc, je veux remercier à tous les panélistes pour partager. C'était très bien d'écouter tous les différents aspects, les aspects sociaux, politiques, le changement de management, comment travailler en écosystème, des ressources et tout ça. Donc, j'espère que vous avez beaucoup de questions. Donc, voilà, on en a ici. Donc, c'est Christian Doctor. Je suis du ministère d'Emploi de Chili. Vous parlez des remplaçants pour le travail depuis 2016. Comment est-ce que vous gardez la trace de... En fait, c'est très difficile de faire ceci, je serai honnête. Mais on utilise le soutien de revenus, c'est un mécanisme pour déterminer ceci la plupart du temps. Une fois que le chercheur de travail reçoit le travail, ceci est noté dans un autre système du gouvernement. On utilise ceci pour le soutien de revenus. On fait aussi des enquêtes post-placement. Merci. Cette question, c'est pour le collègue de la Belgique. Nous comprenons que la technologie est très importante dans la stratégie
en termes de politique publique. Que considérez-vous, que pensez-vous qu'on doit considérer? En outre, le vice-ministre du Paraguay a mentionné la formation, plus d'éducation. Selon votre expérience, que pensez-vous est nécessaire en outre? La question, qu'est-ce que les gouvernements doivent, sur quoi est-ce que les gouvernements doivent se concentrer? Le transport, j'ai du mal à entendre. Est-ce que vous fournissez des services? Mais il n'y a pas de micro. Microphone. Voilà, microphone. Ça, c'est une question difficile. Je crois qu'évidemment, il faut qu'il y ait un moyen d'avoir de la formation vocationnelle ou d'autres formations professionnelles. Mais on se concentre sur des outils digitaux pour assurer qu'il y a une offre diverse de différents services, de job matching, des services. Il y en a qui viennent de tierces parties, de fournisseurs de tierces parties. Et on essaie de développer un écosystème de services différents. Parce que je pense que c'est difficile de développer un seul outil que tout le monde va utiliser. Il vaut mieux écarter ou répandre les services pour que les chercheurs de travail l'apprécient vraiment. Ici, on a une question. Merci. Bon, bonjour. Je m'appelle Olga Mata, directeur général du ministère du Travail de Guatemala. J'ai un commentaire que j'aimerais faire. Nous avons aussi promu les plateformes digitales qui est plus sympa pour les utilisateurs, plus innovatif que celui qu'on avait ou celle qu'on avait. Par contre, pour trouver des emplois, ça n'a pas beaucoup changé. On a toujours les mêmes chiffres négatifs qu'on avait avant, même comparé à la plateforme précédente. Est-ce qu'avez-vous des recommandations à nous faire après avoir lancé le programme? Quelles autres activités avez-vous faites pour voir si la plateforme en elle-même a été efficace? L'expérience de Paraguay, c'est que il a fallu 3 ans pour qu'on mette cette architecture en place quand le nouveau gouvernement est arrivé en place. On était très content de voir qu'on n'a pas balancé notre système, jeté notre système. Mais l'expérience, quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut faire la plonge, il faut décider qu'on va avancer. Nous, ça fait que 8 mois maintenant et les résultats ont été assez positifs. Je crois, d'après mon point de vue, basé sur l'expérience au Paraguay, tout se résout. Donc une bonne campagne d'information, de bons partenariats, mais surtout ne pas faire des excuses pour le fait qu'il manque une volonté politique pour avancer. Sinon, on perd du temps et le chômage va rester au même niveau. Peut-être qu'il va augmenter ou diminuer, mais une fois que vous avez pris la décision, vous avez fait la plonge, vous êtes plongé dedans, il faut avancer vers l'avant.
Gracias. Merci de Costa beaucoup. Rica. Je m'appelle Natalia de Costa Rica. Poco que en nuestros países también tenemos Je comprends que dans nos pays, nous avons aussi des écarts, des lacunes, pas simplement dans la connectivité, mais aussi dans l'accès dans nos régions incluyendo no solo a los que son et le degré auquel la population de la juventud. travaille dans le monde digital. Beaucoup d'entre nous travaillent dans le monde analogue, surtout les jeunes qui habitent très loin dans les zones très très rurales et les populations indigènes. Il faut prendre tout ceci en compte. Ceci est une question, un problème à travers le pays. La technologie, l'accès à la technologie. Quelles sont les stratégies que d'autres pays ont suivies où ils ont pu utiliser ces plateformes pour améliorer, augmenter l'efficacité? Je crois qu'en termes de votre question et la question précédente, évidemment, promouvoir vos plateformes, c'est quelque chose qui continue. Les médias, il y a YouTube, Twitter, les plateformes habituelles pour engager constamment. Il faut toute une équipe pour créer du matériel qui engage. Des valeurs, des messages par SMS, mais il faut aussi rappeler aux chercheurs de travail de choses qu'ils peuvent faire pour avoir accès. Deuxième question, en termes de disponibilité ou accès au système en ligne pour les zones rurales et Australie. Nous avons des zones très très éloignées et des centaines de milliers de chercheurs de travail qui n'ont pas accès à l'Internet. Et voilà pourquoi nous avons un service combiné. Nous poussons autant de personnes que possible, ceux qui sont prêts et ont accès aux plateformes digitales. Nous reconnaissons que tout le monde ne pourra pas faire ça. Donc nous maintenons des services de visu en personne. Donc c'est une combinaison des deux et je ne vois pas ça disparaître. Mais un modèle combiné où il y a du digital et du vis-à-vis. Il y a un écart. Il y a réellement un écart. Mais on peut aussi dire qu'il n'existe pas. Comme j'ai dit, ce qu'on ne peut pas faire, c'est de nous détendre, regarder simplement si une politique marche ou pas et écouter ce que les gens disent. Voilà ce qui s'est passé au Paraguay. Il y a quelqu'un qui a été débordé par la paperasse et on a envoyé 10 personnes qui se sont débattues, qui ont débattu comment aider cette personne qui est noyée dans la paperasse. Et la plateforme qu'on a développée, dans 2 ans, cette personne aura accès à l'Internet, au moins par leur téléphone cellulaire portable. Donc, il faut faire ce travail. Il y a une question de clarification qui s'est soulevée pendant qu'on est là. J'entends le terme expérience. D'où vient l'argent pour les expériences? Nous avons un petit budget pour les expériences. Je crois que c'est 300 000 €. On achète, on fait des appels d'offres pour preuves de conception, pour développer des preuves de conception autour de, enfin n'importe quoi. Quand une expérience est prometteuse, on investit un peu plus. Voilà ce qu'on appelle la phase d'exploration. La plupart des exemples que j'ai montrés se trouvent dans la phase d'exploration ou mise en œuvre. Je pense que les procédures de marché public, c'est une des grandes occasions, mais aussi un des grands défis pour le secteur public.
parce que beaucoup de pratiques d'achat, dans les achats, sont très traditionnelles. Et ça, c'est une question sur laquelle il faut concentrer parce qu'au moins dans l'Union européenne, il faut créer des opportunités de développement agile, flexible, mais il y a beaucoup d'argent dans le secteur public et même le secteur privé qui veut aller vers l'innovation. Donc c'est juste trouver les solutions à l'intérieur des bureaucraties pour faire marcher ces achats. Je crois que dans plusieurs pays, ça commence à se passer. Une dernière question que j'aimerais auquel vous répondez, basée sur la prestation des services de tierces parties. Quelle est votre expérience à propos des achats? Bon, les achats, les marchés publics. En Australie, nous avons une agence de transformation digitale. Une partie de leur rôle, c'est de développer la politique digitale, mais aussi de faciliter les achats. On a ce qu'on appelle le marché digital pour traiter avec les grandes organisations. Donc, toutes les agences bénéficient de processus simplifiés et d'arrangements financiers. Voilà la façon dont voilà comment on procède. Traditionnellement, les services basés au nuage sont plus chers. Mais ça devient peut-être un peu plus économique avec le temps. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la question nuage. Est-ce qu'on sait ce qu'on dit? Cloud computing. La législation permet des petites innovations, mais quand les budgets deviennent plus importants, ça devient plus difficile. L'innovation devient plus difficile. Le gouvernement flamand a établi une initiative pour promouvoir des méthodes de marché public innovatifs innovateurs. Donc on essaie de garder les budgets petits et comme ça on peut avoir plus de flexibilité. Oui, je crois que une des difficultés principales, et voilà, c'est un débat qui continue en Suède, le risque de créer ce que j'appelle de faux marchés. Il y a de l'argent dans le secteur privé pour stimuler, dans le secteur public pour stimuler les chercheurs de travail, etc. Donc je crois que c'est important qu'on ne crée pas un faux écosystème pour essayer de stimuler le service privé pour faire des services qui sont autonomes. Mais il y a toujours un risque quand on privatise les choses, que ça devient comme une façade d'un marché ou un faux marché. C'est toujours un risque qui existe. La question des marchés ou des achats, c'est une science en elle-même et on n'a pas encore trouvé la solution optimale. Mais on essaie différentes choses pour trouver une solution. Si on trouve la solution, on partagera avec lui. Le gouvernement national a une stratégie digitale qui est exécutée par le ministère du Travail et l'intelligence artificielle pour qu'on ne quitte pas notre approche en termes de salaire et quand les gens doivent payer leurs factures. Quelquefois, ils le font, mais nous, ça ne leur plaît pas trop. Mais nous, on essaie de payer nos factures. Par exemple, dans le budget de l'année prochaine, il n'y a pas eu de question si on utilise ce budget ou pas, parce que nous allons rester sur nos promesses. 8 mois après qu'on a
cette plateforme, on n'a pas reçu une seule plainte. Il y a des gens, des utilisateurs ont posé des questions sur comment utiliser le système auquel on répond. Je suis désolé, hein, j'interviens toujours sur le temps, ce qui a fait que hier ma question n'a pas eu le temps nécessaire d'être répondue. J'espère qu'aujourd'hui, les éminents pénalistes qui sont là vont apporter de meilleures réponses à ma préoccupation. Nous sommes une agence d'un pays du Sud, le Mali. Nous n'avons pratiquement pas les mêmes moyens que beaucoup de nos collègues ici. Et donc, la digitalisation est à une phase de démarrage chez nous. Notre plateforme que nous avons dénommée Bara en Bambara, en langue nationale malinké, ça veut dire travail. Donc, a été lancée seulement le mois d'octobre dernier. Mais le processus a pris tellement de temps parce que l'ensemble de nos partenaires n'étaient pas convaincus du système de sécurisation. N'ayant pas les compétences requises en notre sein, nous avons été obligés de faire appel à un prestataire extérieur pour le logiciel. Aujourd'hui, quels sont les conseils que nous pouvons bénéficier de la part de tous ceux qui sont là, de tous les services publics d'emploi qui sont là, et également solliciter leur accompagnement, parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, elle n'est plus nécessaire, elle est impérative pour tous les services publics d'emploi. Merci beaucoup. I will Thank you guys. do my best to interpret. Translate so everyone can hear the question, and then you guys can answer. Thank you. I'm from the ministry, partial title is Corporation from Mali, and I was very sorry that yesterday there was no time to really answer the question that I had, and I hope today that there will be time for a better answer to my question. So we are an agency from the south, from a southern country, and we cannot count on the same means that many of the countries here have at their disposal. In our case, digitalization is not just a hope, but it's an absolute necessity. Only recently, in the last October, we created a platform called Bara, from Bambara, which is the Malinke word for work. The procurement took so much time, and our partners were not convinced by the security of the systems, so we needed to call on an outside software company to help us out. How can we benefit not only from the experience of other countries here, but from some type of financial support? This is a really critical area for us. There are several questions actually in there. En fait, il y a plusieurs questions dans cette seule question. Qui veut se porter bénévole, hein? Bon, je vais commencer. Je ne suis pas sûre que j'ai une réponse à la partie financière. Il faudra que je réfléchisse, mais je pense que vous n'êtes pas seul quand on pense aux exigences et évaluations quant à la sécurité. Nous sommes tous, nous faisons face aux mêmes défis. On veut faire le dernier cri des logiciels, etc. Mais il faut que nos données soient sûres et sécures. Donc, je sais que ce sont quelquefois des besoins contradictoires, mais une des choses qui pourrait peut-être être d'intérêt général, on peut partager le fait qu'en Australie, il y a beaucoup d'évaluations sécuritaires très exigeantes. Il y a des standards de contrôle que nous devons rencontrer. Les outils, les compagnies, on pourrait sûrement partager ceci. En fait, nous faisons ceci entre nos différents ministères.
pour ne pas évaluer les mêmes outils 10 fois. Une fois qu'un ministère a évalué un produit, pour la plupart, on trouve ça suffisant et on n'a pas besoin de refaire. Ça pourrait être partagé à travers le continent et non pas simplement dans un seul pays. Yo prefiero un paraguayo ocupado. Moi, je préfère un Paraguayen employé et pour faire face à la possibilité qu'il y ait des problèmes sécuritaires. Il faut écouter l'expérience. Il faut qu'on écoute les différentes réalités auxquelles les gens font face. Mais la vraie réponse, vous l'avez. Dans mon cas, je préfère que les données soient sûres, que les problèmes de sécurité de données vont soulever. Mais c'est un coût que je suis d'accord pour payer si je peux employer des gens. Si je peux répondre. Je crois qu'il faut une personne qui sait vraiment ce qu'il faut faire et que cette personne mène l'effort pour trouver des solutions qui existent peut-être et n'ont pas besoin d'être réinventées. S'il y a un petit budget, encore avec fierté, on peut copier les autres. En termes de financement, moi je demanderais quelqu'un d'autre dans mon organisation de vous donner des indices de comment accéder au financement et à l'accompagnement. S'il n'y a pas d'autres questions, ce fut mon plaisir de modérer, d'animer ce panel. Merci d'applaudir.